Ils se sont volés dans les plumes pour une histoire de poulet. À Saint-Ouen, dans le nord de Paris, la bataille a fait rage autour de l'ouverture d'une filiale de l'enseigne Master Poulet, un fast-food de volaille. Est-ce que vous êtes prêt à en goûter quand même? Le maire de la ville a voulu interdire son ouverture, s'attirant les foudres d'une partie de la population et de la gauche. C'est au maire de faire la police de la bouffe, en quelque sorte. Le maire n'est pas là pour faire la police de la bonne alimentation, de la mauvaise alimentation. En revanche, il est là pour faire la promotion, notamment pour les jeunes et les classes modestes et les classes moyennes, sur tout ce qui doit être la bonne alimentation. Oui, c'est mon job. Du poulet qui fait jacter. Depuis quelques années, ce type d'enseigne se multiplie et les queues s'allongent. C'est très bon, c'est vraiment pas cher et en tant qu'étudiant, je viens souvent ici. C'est enfin un moyen pour plein de jeunes ici dans la ville ou même pour plein de gens de pouvoir enfin manger entre guillemets pas très cher. Ouais, c'est 3,50 € la barquette de pâtes. Apprécié pour son prix, sa faible teneur en graisse et ses apports en protéines, la consommation de poulet s'envole. Plus de 25% en 5 ans, selon les professionnels du secteur. Et pourtant, ils s'inquiètent. Le taux de poulet importé sur la consommation ne fait qu'augmenter. Comment on stoppe cette hémorragie? Il faut accompagner la production de qualité standard française pour éviter cette hémorragie. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus, en effet, de Français qui consomment du poulet standard brésilien, thaïlandais ou ukrainien, ou là, en l'occurrence, qui ne respectent pas du tout nos normes de production. Un poulet sur deux vient de l'étranger désormais. Avec un secteur qui affiche un déficit commercial de 1,72 milliard d'euros, les producteurs français parlent de concurrence déloyale. Ils demandent la construction de 2200 poulaillers en plus d'ici 2035. Alors, qu'est-ce qui explique cette envolée de la vente du poulet? Et comment faire pour que la France cesse d'y perdre des plumes? Nos 3 invités pour ce débat, Jean-Michel Scheffer, bonsoir. Vous êtes éleveur, président de l'Association nationale de la volaille de chair en vol. Et vous êtes éleveur en Alsace de volaille première label rouge. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Voilà. Et selon vous, on assiste à l'accélération de la consommation de poulet en France, une viande extrêmement abordable, conseillée d'un point de vue nutritionnel et très facile à cuisiner. Malheureusement, ajoutez-vous, un poulet sur 2 consommé en France est effectivement importé. À côté de vous, Pierre Raffard, géographe, spécialiste de la géopolitique de l'alimentation. Vous présentez également l'émission quotidienne Voyage en cuisine tous les soirs sur cette excellente chaîne qui est Arte à 18h55. Et votre dernier essai, Le kebab, le monde sur la broche, est paru aux éditions Calip. Selon vous, l'avantage du poulet, c'est que toutes les cultures alimentaires peuvent se l'approprier et presque toutes les religions. Mais pour arriver à contenter tout le monde, il a fallu faire muter les poulets, muter vraiment physiquement et génétiquement. Et ça, c'est une catastrophe, ajoutez-vous. Et à côté de vous, Gwenaëlle Gault, bonsoir. Bonsoir. Directrice générale de l'Observatoire Société et Consommation, l'Obsoco. Vous avez co-dirigé une étude avec la Fondation Jean Jaurès intitulée « La France à table ». Et selon vous, une part croissante de la population peine à avoir une alimentation abordable. Mais dans les enseignes de poulet, low cost ou fast-food, c'est parfois 2 fois moins cher, au moins qu'un fast-food à base de burger, donc de viande de bœuf. Elles sont les symptômes d'une société qui se fragilise grandement économiquement parlant. Et on démarre avec le chiffre du jour, Benjamin. Chiffre exponentiel. En France, la consommation de poulet atteint 25,6 kilos par personne et par an, un chiffre qui a doublé en 25 ans, ce qui en fait la viande la plus consommée devant le bœuf et le porc. Jean-Michel Scheffer, l'agriculture et l'élevage, on le sait, traversent une crise importante, mais pas donc la production de poulet. Aujourd'hui en France, les producteurs de poulet gagnent bien leur vie. Ça se passe bien. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les Français ils mangent plus de poulet français que de poulet étranger, parce qu'aujourd'hui, on importe un poulet sur 2. Et vous l'avez bien dit, la consommation de poulet elle augmente à peu près d'1 kilo par an depuis 2015. Ils mangent déjà vos poulets et les poulets français qui sont sur le marché. Voilà, mais nous, ce qu'on constate, c'est que ce qui accélère en croissance de consommation, c'est principalement les produits élaborés, les cordons bleus, les nuggets, les tenders, voilà, tous ces et également la restauration commerciale. Et c'est vrai que sur ce segment-là, c'est principalement l'importation, malheureusement, qui approvisionne le marché. Et nous, ce qu'on souhaite en tant qu'éleveurs de volailles français, c'est pouvoir construire des bâtiments, parce que souvent en France, c'est plus compliqué qu'ailleurs de construire des poulaillers pour produire. Pour produire plus, donc. Pour produire plus, pour pouvoir approvisionner ce marché que les consommateurs français plébiscitent. Gwenaëlle Gault, aujourd'hui, c'est devenu un incontournable de l'assiette des Français, le poulet?
Ah bah oui, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est très intéressant parce que le poulet concentre, la consommation de poulet concentre un petit peu toutes les aspirations, toutes les contraintes, voire toutes les contradictions. Toutes les contradictions aussi. Ouais, toutes les contradictions de notre société. Et donc, ça réunit, en fait, ça réconcilie tous les consommateurs. C'est-à-dire ceux qui veulent manger plus sain, ceux qui veulent manger plus léger, parce que c'est moins gras que d'autres viandes, ceux qui veulent manger moins cher aussi, ceux qui veulent manger ce qu'on appelle de plus en plus, d'ailleurs, ça n'existait pas autrefois, mais la nourriture fonctionnelle, c'est-à-dire celle qui est bonne quand on fait du sport, quand on veut cette nourriture protéinée, enfin, justement protéinée. Ouais. Et donc, comme vous le disiez aussi, c'est une nourriture qui traverse toutes les cultures et donc qui traverse aussi qui ne subit pas les interdits d'autres types de viande. Et puis, il y a effectivement, le fait que ce soit une nourriture, une protéine qui soit beaucoup plus abordable que les autres. Donc, en fait, ça réconcilie tout le monde et puis ça permet vraiment tous les compromis entre plaisir et... Quand vous parlez de compromis ou de contradiction, on veut dire que le dimanche, on peut vouloir manger un poulet bio ou label rouge, etc. Et puis le reste de la semaine, manger du poulet dont on sait qu'il est importé, qu'il est de basse qualité, mais qui est pas cher dans un fast-food. Exactement. Et c'est le même français. Vous savez ce que Claude Fischler disait par rapport au steak caché. C'est pareil, il y a le poulet bien rôti du dimanche, et puis il y a celui qui est beaucoup plus abstrait du nuggets ou du beignet. Et vous, Pierre Raffaire, qui faites tour du monde pour vos émissions, chanceux que vous êtes, vous constatez que c'est un phénomène mondial, la consommation de poulet. Bien sûr, c'est que ce poulet, on le retrouve dans absolument toutes les cultures. On le retrouve en Europe, on le retrouve au Moyen-Orient, on le retrouve en Asie subsaharienne, on le retrouve au Maghreb, on le retrouve dans les Amériques, on le retrouve en Chine. Et j'ai oublié le Pacifique, donc on le retrouve aussi au Pacifique. C'est vraiment la viande mondiale et globalisée par excellence. Et comme le disaient mes voisins, pour des raisons toutes simples, c'est que c'est une viande assez abordable sur un plan purement financier. C'est une viande aussi qui se coule incroyablement bien dans les grammaires culinaires et gastronomiques locales. C'est-à-dire qu'elle s'adapte, elle se transforme, elle s'hybride, et, comme on le disait, elle n'est pas soumise à des prescriptions religieuses autant que d'autres viandes. 4 milliards de poulets en 1961, 26 milliards en 2021. Sur la planète. Sur la planète. Ouais. C'est une perspective intéressante pour vous, les producteurs. Jean-Michel Schäfer, vous disiez que vous voulez vous agrandir, par exemple. Vous souhaitez élever davantage de poulets. Alors, dans le cadre de la conférence sur la souveraineté alimentaire qu'avait organisée la ministre de l'Agriculture, elle nous avait demandé de nous projeter à 10 ans pour nous dire, dans 10 ans, de combien on a besoin de construire de poulaillers pour nourrir les Français. Combien ? Et c'est là qu'on est arrivé au fameux chiffre des 2200 poulaillers du quotidien à construire. Si on veut reprendre sur l'importation pour retrouver notre souveraineté et en même temps accompagner la croissance de la consommation. Et votre exploitation, vous souhaitez l'agrandir, par exemple, vous personnellement, et c'est compliqué. S'il y a possibilité, oui, pourquoi pas, évidemment, comme beaucoup d'éleveurs, se donner les moyens. Après, il faut également quand même qu'au niveau européen, on se donne les moyens de protéger aussi mieux notre agriculture, parce qu'on importe quand même une agriculture qu'on n'a pas le droit de produire chez nous, il faut quand même se le dire, en élevage c'est pareil. Et il faut également qu'on donne les mêmes règles de construction qu'ont nos collègues européens en France, pour quand même permettre aux éleveurs de construire des poulaillers, parce que des fois, on part dans des recours contre les poulaillers, ça peut durer des années, et on nage, comme vous l'avez dit, dans certaines contradictions. C'est que les gens veulent des poulaillers pour acheter du poulet français, de la volaille française, avec notre logo né, élevé, abattu, mais en même temps, on ne veut pas toujours du poulailler à côté de chez soi. Et on veut, Ganalgo, qu'il soit accessible en termes de prix. Voilà. Donc il y a cette contradiction des Français qui veulent du poulet de chez eux, mais en même temps qui veulent le payer pas trop cher. Alors, ça dépend de quel Français, en fait, parce qu'il n'y a plus de consommateurs moyens, à dire vrai. On est de plus en plus dans une société où, justement, il y a une individualisation des consommations. Et ce qui est sûr, c'est qu'en revanche, il y a un tiers des Français qui est déjà dans la restriction alimentaire. Pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques. Et donc, le reste va arbitrer. Donc effectivement, on va peut-être, comme le disait Elisabeth, prendre un poulet rôti le dimanche et puis prendre des nuggets dans la semaine. Mais il y a ce tiers des Français, et parmi eux, un Français sur 10 qui se trouve vraiment en précarité alimentaire. Et c'est ces Français-là dont on parle quand on parle, par exemple, des enseignes low cost du poulet. Justement, le débat autour du poulet fast-food a pris une tournure politique à propos, vous l'avez certainement suivi, de l'installation d'un master poulet à Saint-Ouen, refusé par son maire Karim Bouamrane. Écoutez la réaction de Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-Denis.
Quand je vois à Saint-Ouen qu'on a un restaurant du grand chef Thierry Marx qui vient d'ouvrir et qu'en face vous dites non, le master poulet c'est non parce que la malbouffe n'a pas sa place à Saint-Ouen, vous envoyez un message vis-à-vis d'un certain public et notamment des jeunes, il faut le dire, des jeunes des quartiers populaires issus de l'immigration. C'est à eux que vous envoyez un message et vous leur dites symboliquement on veut plus de vous. Pierre Raffarin, forme de mépris de classe ou protection du savoir bien manger français? Alors moi, je rebondirais tout simplement sur ce que dit Clémentine Autain. Moi, j'ai la chance d'être audonien depuis plus de 10 ans, donc habitant de Saint-Ouen-sur-Seine. Alors, je rassure tout de suite Clémentine Autain, c'est qu'il y a beaucoup déjà de vendeurs de poulets frits, de poulets rôtis, etc. On a quand même une certaine offre assez pléthorique sur place. Ensuite, ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est un vrai pied de nez géographique. Moi, le géographe que je suis, ça m'intéresse beaucoup. On n'a pas besoin de faire de la géographie, de faire des milliers de kilomètres pour s'en rendre compte. C'est-à-dire que vous avez littéralement face à face ce fameux master poulet qui est aujourd'hui l'objet d'une certaine forme de discorde, et juste en face le bouillon de Thierry Marx qui a ouvert. Une exaltation de la tradition, quoi. Une exaltation de la tradition. C'est un peu plus cher, Marx. Alors je sais ce qu'on va me rétorquer, oui, mais le bouillon est quand même une forme de restauration assez abordable par rapport à d'autres restaurants. Mais je pense que mes voisins ne diront pas le contraire. Quand on parle de choix alimentaire, on parle du porte-monnaie, mais on parle aussi de tout ce que j'appelle un capital financier, bien entendu, mais aussi un capital culturel, politique, tout ce que vous voulez. Michel Schäfer, en même temps, vous allez nous dire comment on fait une cuisse de poulet à 2,50 €. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec votre voisin, mais c'est le prix qu'on paye, et un pilon à 1 €. Voilà ce que ça coûte dans ces chaînes. Oui, alors nous, c'est souvent ce qu'on dénonce, c'est qu'il y a des segments de ce marché-là où c'est beaucoup du poulet d'importation qui est malheureusement présent. Alors, je vais donner un chiffre, c'est que dans l'Union européenne, la viande la plus importée, c'est le poulet. Oui. Et c'est le blanc de poulet, en fait, qu'on importe. Et en fait, quand on additionne toutes les importations qui ne viennent pas de l'Union européenne, ça représente à peu près 20% de tous les blancs de poulet qui sont consommés dans l'Union européenne. D'accord. Et ça vient quand même... Alors, États-Unis, Brésil, Thaïlande... Brésil, principalement. Ouais. Et là, donc, avec le Mercosur, on va encore en rajouter. La Thaïlande aussi, beaucoup. C'est ça. États-Unis. L'Ukraine. Et malheureusement aussi de plus en plus de Chine. Et on sait que donc ces blancs de poulet ne rentrent pas, ils ne sont pas produits comme les nôtres. Mais c'est-à-dire, pardon, parce qu'il y a eu toute une polémique, fut un temps, du poulet lavé à la javel, au chlore. Vous dites que ça existe toujours ou pas? Quand c'est pas produit dans l'Union européenne, c'est la règle. Chez nous, c'est interdit. Mais voilà ce qu'on importe. Comment dire, l'Union européenne, elle n'impose pas aux produits étrangers d'apposer l'origine de la viande. Donc souvent, ça rentre dans les grands ports de commerce comme Rotterdam et Anvers. Et je le dis souvent, les Pays-Bas exportent 2 fois plus de poulet qu'ils n'en produisent. Donc ça vient forcément d'ailleurs. Ce que l'Union européenne impose, c'est d'apposer une estampille sanitaire. Donc il suffit que le produit rentre dans le port de Rotterdam, c'est principalement là que ça rentre, que le produit soit reconditionné, des fois décongelé ou salé. Et du coup, la réglementation, c'est juste mettre une estampille sanitaire qui est norme CE. Et là, on pense que ça vient de l'Union européenne, alors que ça n'est pas le cas. C'est pour ça, souvent on me demande, il y a beaucoup de poulet qui vient des Belgiques ou de Belgique ou des Pays-Bas. Donc, mais c'est l'Union européenne. Mais on le dit, et souvent je dis, mais en fait, on ne sait pas, parce qu'il y a toutes ces volailles aussi qui sont mélangées. La polémique, pour revenir à la polémique de Saint-Ouen, c'est une polémique franco-française, selon vous? Oui, alors on est très doué en France pour faire d'un sujet social quelque chose de tout d'un coup culturel, politique et tout un débat, et notamment autour de l'alimentation, qui est aussi un fait total dans notre pays. Donc oui, c'est plutôt franco-français, mais ça dit là aussi pas mal de choses, et je trouve intéressant en fait, parce que ça croise la restauration rapide et le poulet. La restauration rapide, on l'a vu émerger, que ce soit justement les burgers ou les kebabs ces dernières années, les tacos également. Et ça dit quelque chose de la facilité d'accès d'une forme de nourriture. Et vous le disiez, c'est-à-dire facilité d'accès économique, mais facilité d'accès aussi social. C'est plus facile de pousser la porte. En temps aussi, on a également perdu des compétences de cuisine. Et donc, tout ça, en fait, c'est toutes les contraintes qui sont résolues. Et là, maintenant, ça s'applique au poulet. C'est intéressant parce que c'est aussi une façon pour certains de retourner un peu le stigmate d'une forme de nourriture, en fait, qui peut être un peu low cost, en quelque chose de sain aussi, ou en quelque chose qui va contribuer à... Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant, ce sujet-là.
Alors, on va évoquer avec vous trois les mutations autour du poulet qui a été domestiqué il y a 8 ou 10 000 ans, je crois, et qui mute de manière incroyable depuis notamment la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Anna. Oui, le poulet d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celui d'après-guerre. Regardez, c'est une étude canadienne. En 1957 aux États-Unis, un poulet de 28 jours pesait 316 grammes contre 1 kg 369 grammes 50 ans plus tard, c'est 4 fois plus. Et pour un poulet de 56 jours, on passe de 905 grammes à plus de 4 kilos. Alors pour comprendre cette super évolution, il faut remonter au milieu des années 40. Au sortir de la guerre, les soldats manquent de protéines et puis il faut faire face au boom des naissances. Et donc un producteur de volailles américain va décider de créer en 1946 un concours pour imaginer le poulet de demain, le Chicken of Tomorrow Concept, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture. C'est très sérieux. Ce poulet, il doit avoir des cuisses bien dodues, une grosse poitrine pour pouvoir nourrir une famille entière. Et voilà ce qu'on pouvait lire dans la presse de l'époque. Un poulet dont le blanc est si épais qu'on peut le découper en steak avec des pilons contenant un minimum d'os et le tout à un prix inférieur. Alors la finale de ce concours, elle a eu lieu en 1948. Elle a récompensé un éleveur qui avait réussi à croiser 2 variétés de volailles avec une économie de production très rentable. Les deux allaient ensemble. Une deuxième édition de ce concours a eu lieu 3 ans plus tard avec là des croisements génétiques beaucoup plus complexes dans le but d'augmenter rapidement la masse musculaire des poulets et de les abattre plus tôt. Et c'est donc véritablement à cette période que la production à échelle industrielle des poulets a explosé aux États-Unis, puis dans le reste du monde. Pierre Rafard, le poulet qu'on mange aujourd'hui, c'est donc un poulet qui est hybride, génétiquement modifié. Est-ce que ça en fait un aliment sain ou est-ce que c'est un problème ? Alors, déjà, le fait qu'on choisisse, qu'on fasse des mutations, des hybridations, qu'on domestique en réalité des animaux au départ sauvages pour les rendre domestiques, c'est pas nouveau. C'est l'histoire même de l'élevage, de l'agriculture. En revanche, ce qui change avec l'exemple que vous avez donné, c'est que là où ces hybridations prenaient des millénaires, des siècles, au mieux des décennies, là, en quelques années, on a une espèce de super poulet qui a vu le jour. Alors, ça interroge. Moi, je suis très mauvais en mathématiques, mais quand vous voyez quand même en quelques années l'augmentation de la taille du poulet, c'est quand même impressionnant. Et surtout, quand vous voyez les conséquences, ce qu'on pourrait appeler les externalités négatives, c'est-à-dire tout le coût réel ou caché, qu'il s'agisse d'un coût environnemental, qu'il s'agisse d'un coût éthique en matière de bien-être animal, ce modèle interroge à la fois les animaux en premier lieu, et puis aussi nous, les mangeurs, en se demandant, mais bon, finalement, comment on les fait grossir, et les manières et les techniques pour les faire grossir, interrogent pour des questions nutritionnelles, environnementales, etc. Et Jean-Michel Schaeffer, d'ailleurs, quand on voit cette image, c'est des poulets d'une souche, certainement de Ross 308. Dites-nous ce que c'est exactement. C'est une croissance rapide avec une alimentation diversifiée et très vitaminée, dopée. Non, il n'y a rien de dopé parce que tout reste quand même naturel. Ils mangent un aliment composé de céréales, de protéines, de minéraux. C'est génétiquement modifié. C'est une souche que toutes les agricultures intensives et l'élevage intensif prennent aujourd'hui parce que ça produit vite et bien. Alors, on ne peut pas dire génétiquement modifié parce que la sélection, elle se fait naturellement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu d'interaction au niveau des gènes, quoi. C'est qu'ils ont sélectionné à chaque fois les meilleurs pour améliorer à chaque fois la productivité. Et ça permet, sur des animaux qui ont à la base des cycles plus courts, bien sûr que des ruminants, d'améliorer effectivement la productivité. Après, il y a quand même, au niveau aussi bilan carbone, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour produire 1 kilo de poulet vif, on n'a besoin que de 2 kilos de carbone. Ce qui en fait aussi la viande avec un impact carbone plus faible. Par exemple, par rapport au bœuf, vous voulez dire, par rapport aux autres espèces. Alors, c'est un plus aussi. On va continuer le débat avec une archive à propos d'un des problèmes posés par l'élevage intensif, voire l'élevage industriel de poulet. C'est évidemment la maltraitance animale. Le poulet est vu et considéré quasiment comme un minerai de viande et plus comme un animal. Regardez cette archive de 2004. En mauvaise santé, boiteux ou malade du cœur. Quand ils ne meurent pas dans les hangars, c'est lors des transports qu'ils finissent asphyxiés. C'est le résultat d'une enquête de la Protection mondiale des animaux de ferme. Les poulets de chair sont les animaux d'élevage qui sont élevés en plus grand nombre. Dans l'Union européenne, c'est plus de 4 milliards, c'est plus de 850 millions de poulets élevés pour la chair en France. Donc c'est vraiment un énorme problème, surtout dans les conditions où ça se fait actuellement dans les hangars.
En France, seulement 20% des poulets sont produits sous un signe de qualité, comme un label rouge, une AOC ou un élevage biologique. Les autres sont des poulets standards d'élevage intensif. Selon les défenseurs des animaux, 35 millions de poulets meurent ainsi chaque année en cours d'élevage intensif. Ceux qui résistent sont vendus à bas prix et se retrouvent dans nos assiettes. Jean-Michel Schaeffer, c'est mieux aujourd'hui ou pas que le ratio qu'on vient de voir, 80-20 20% de poulet bien élevé. Aujourd'hui, on est à ce ratio-là, c'est 80%, c'est du poulet de tous les jours, et après on va avoir 20%, ça va être du label ou du bio, et on est le pays qui faisant le mieux dans toute l'Union européenne, voire dans le monde. Parce que le poulet label rouge, qui est une tradition française, on est les seuls à l'avoir. C'est nous qui élevons le plus de poulets plein air. Mais dites Jean-Michel Schaeffer, il y a encore des poulets qui sont traités comme ça dans les élevages, parce que régulièrement l'association L214 se plaint d'élevages industriels dans lesquels les conditions de vie sont épouvantables pour les animaux. Il y en a encore ? Pas chez vous, vous allez nous dire, mais ailleurs ? Écoutez, moi, tout ce que je peux dire, c'est ce qui se passe chez nous en France. Après, ce qui se passe ailleurs, c'est difficile de me prononcer. Mais bon, on a quand même des règles très strictes en matière de bien-être animal, en matière de sanitaire, d'environnement. Et l'objectif, c'est de respecter au mieux toutes ces règles-là. On est quand même bien contrôlés. Je pense que tout l'enjeu, en fait, c'est entre les deux dates que vous montriez, si vous voulez, le grand fait alimentaire du XXe siècle, c'était l'industrialisation. C'est-à-dire que c'est l'application du modèle industriel à notre alimentation. Aujourd'hui, on voit que ça pose des tas de problèmes. On ouvre un peu la boîte industrielle et on s'interroge et on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un sujet pour l'individu, pour le consommateur, mais c'est un sujet plus global, sociétal et de société et politique. C'est notre sujet de notre modèle alimentaire en général qui se pose. Comment on fait, Pierre Rafard ? Éthiquement, on a envie de se dire c'est adieu poulet, il faut manger moins de poulet, et en même temps, c'est pratique parce que ça coûte moins cher et que c'est protéiné. Donc comment est-ce qu'on conjugue toutes ces contradictions, cette aporie ? Comment on la résout ? Alors on ne parle pas de cet animal, mais c'est un petit peu le mouton à 5 pattes. C'est-à-dire que faire des choix alimentaires, c'est problématique, parce que je pense qu'aucun de nos téléspectateurs et téléspectatrices ne peut accepter de voir les images qu'on a vues là, mais en même temps, quand il ou elle se retrouve face au rayonnage de son épicerie, même de son boucher, de son supermarché, la variable du prix influence quand même énormément. Donc, et rajoutons là-dessus l'industrialisation dont parlait ma voisine, elle a aussi créé de la distance entre la production et la consommation. Je vous mets bien au défi de savoir d'où vient le poulet que vous consommez si vous n'allez pas chez votre boucher avec tout un ensemble de la bête. Même chez un éleveur à la campagne, c'est ça. Et vous êtes vous-même des consommateurs de poulet plus qu'avant ? On ne pose pas la question à Jean-Michel Schaeffer. Pierre Rafard, oui. Oui, moi aussi, oui, mais en faisant, bien entendu, en essayant d'avoir plus de transparence et de traçabilité sur ce que je mange. En toute conscience. En toute conscience. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir.